Épisode 416 des Technos. Merci d'avoir choisi une fois de plus d'écouter un de nos épisodes, une revue de presse, avec aussi un sujet un petit peu plus long. On vous explique ça dans un court instant. Cet épisode est sponsorisé par moi-même et mes deux petits camarades. Et voilà, que sont cette semaine David. D'un côté, salut David. Salut. De l'autre côté, nous avons le Sébastien Barbu. Salut Sébastien. J'espère que vous allez bien, vous qui nous écoutez, et ainsi que vous deux. David, c'est sa première cette saison-ci. Hein, je dis pas de bêtises, voilà. Oui, c'est bien ça. Donc voilà, c'est une première pour toi aussi. Il y aura, comme je le dis chaque fois, deux parties à cet épisode. La première, vous la connaissez, c'est assez classique, c'est notre revue de presse sous forme d'abécédaire, et ce sont mes petits camarades qui ont choisi les news dont il sera question, comme toujours d'ailleurs. Comme toujours, on vous partage les sources de ce dont on parle dans les notes du podcast, donc dans la description ou sur notre site lestechno.be ou dans la description de la vidéo sur YouTube, donc c'est pas les moyens qui manquent. Et puis la deuxième partie, c'est plutôt un dossier, on appelle ça dossier, mais c'est un sujet, mais un peu plus costaud. Et du coup, ils s'y mettent à deux pour l'attaquer. On parlera de VPN dans cet épisode, puisqu'il y a eu plein d'annonces par rapport au VPN. Faut-il l'utiliser, pas l'utiliser? L'État voudrait légiférer, etc. Enfin voilà, et tout le monde bouge un petit peu autour de ça. Donc c'est l'occasion d'en parler dans cet épisode. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ah oui, encore un petit détail. On a fait un live tout récemment. C'était ce mardi, premier mardi de ce mois d'octobre, avec trois chroniqueurs, je sais plus combien. Il y était trois. Il y avait Sébastien, l'autre Sébastien. Il y avait Bienvenue qui nous a rejoint depuis le Togo, et puis il y avait également Thierry. Et donc on a échangé comme ça. Ça dure. On a un peu tiré en longueur. 2 petites heures. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter en passant sur la tirette, en passant d'un sujet à l'autre. Vous pouvez aller retrouver ça sans aucune difficulté, le commenter, le partager comme d'habitude. Et ça, évidemment, ce live, vous ne le retrouverez que sur YouTube et non pas en podcast. Je pense que j'ai fait le tour du truc. Maintenant, ça va être à vous de bosser. Sauf si tu as un truc à rajouter, Sébastien, bien sûr. Oui, et un truc intelligent, tu vois, comme d'habitude. Est-ce que tu sais ce que c'est l'erreur 416 ? Parce qu'on est à 416, moi j'aime bien les erreurs HTTP. Oui, je ne la connais pas non plus, celle-là. David, 416 non plus ? La 418, je la connais, mais pas la 410. Et la 410, et la 417. La 417, elle arrive souvent. Super. La 416, c'est un range not satisfiable. C'est-à-dire, en gros, c'est quand tu télécharges... En gros, souvent, tu télécharges un gros fichier, puis tu dis tu veux récupérer un endroit parce que ça s'est mal passé, et tu essayes d'aller dans un range qui n'existe pas. On te dit, bah non, tu essayes d'aller beaucoup trop loin. Voilà, c'est tout. Et c'est une erreur HTTP. Bon, la 416, honnêtement, je l'ai jamais vue. Elle est gérée peut-être. Enfin, si elle se produit, on voit même pas. Elle existe en tout cas. Elle existe, elle a l'avantage d'exister. Il y en a plein comme ça. Je vois qu'elle existe pas mal sur la PlayStation 4. Ouais. Donc voilà. Ok, bon, si vous le voulez bien, on attaque notre abécédaire avec la première lettre. Lettre C comme code, et ça va être qui va s'y coller. Voilà ma conduite. Ça va être Seb. On va parler de code et de David Plummer. Tu vas nous rappeler d'ailleurs qui est David Plummer et ce qu'il fait aujourd'hui. Dave Plummer est plus connu par David que par moi, mais on en reviendra. Mais Dave Plummer, c'est un ancien Microsoft qui est retraité depuis peu de temps et qui, pour sa pension maintenant, s'occupe d'animer une chaîne YouTube sur laquelle il nous refait plein de jolies histoires de sa carrière chez Microsoft. Et c'est de ça ici, effectivement, que je voulais remonter, parce qu'il y a des articles, il poste souvent pas mal de vidéos super intéressantes pour les devs et aussi pour les non-tech, parce qu'il fait ça vraiment de manière très didactique, très intéressante, pleine d'anecdotes. Et donc, il y avait des vidéos qu'il a déjà faites sur le Task Manager, ici, où il expliquait comment il en est arrivé à faire
le Task Manager, parce que c'est lui qui est à l'origine de cet outil qu'on a tous utilisé, AI, aimé, ça dépend des moments, pendant des années sur les différents Windows, jusqu'à ce qu'il disparaisse des dernières versions, parce que ce n'est plus sa version qui tourne maintenant. Donc c'est un joli truc, tout graphique, etc. Si sa version à lui, ben, elle a été enterrée. Et donc, dans ces dernières vidéos, il reparle effectivement de tout ce qui est arrivé et comment ils en sont arrivés à faire un Task Manager. Et on a maintenant des extraits de code source aussi qu'il publie, où on relit des morceaux de code avec lui. Et donc, si vous voulez lire des codes sources de Windows, c'est possible, c'est passionnant. Et le gars est vraiment super attachant. Et donc, si je vais pas vous ruiner toutes les anecdotes de ces vidéos, hein, ça vaut la peine de prendre une demi-heure pour regarder celle-ci et la précédente sur le Task Manager. Mais par exemple, il y a un des points, c'est le Task Manager arrivait parfois à plus de 100%. Alors, il arrivait à une utilisation de 101, 102, 103% de CPU, ce qui techniquement est impossible. Hein. Oui, CPU ne va pas plus vite que 100%, ne peut pas être utilisé à plus de 100%. Et donc dans son code, parce qu'on lui remontait ton truc il est foireux, il dépasse les 100%, et donc voilà, il dit bah j'aimerais bien comprendre pourquoi, et comme il n'arrive pas à le reproduire, comme malheureusement beaucoup de tech, beaucoup de bugs on n'arrive pas à le reproduire sur nos machines, eh bien il s'était dit bah, je vais faire une petite alerte, un petit pop-up en disant hey, toi qui utilise le Task Manager et qui a dépassé les 100%, appelle-moi, ça c'est mon numéro, et je vais venir voir ce qui se passe. Et c'est parti en production. Et donc cette version a été publiée, et il dit que 20 ans après, il reçoit encore de temps en temps des appels, parce que c'est le numéro de chez lui. Et donc il reçoit toujours des appels en disant hey, c'est son numéro de ligne fixe de sa maison. Il dit je reçois toujours des appels aujourd'hui de gens qui reçoivent un pop-up d'erreur. Il n'a même pas pensé à changer de numéro. Il voulait pas. Et donc il y a plein de trucs comme ça, c'est super drôle. Et donc voilà, c'est un petit peu un numéro vieux con, hein, parce que voilà, ça n'existe plus, ça ne nous apprend rien sur le futur, mais sur la manière dont ils ont géré les trucs, c'est vraiment très intéressant. Oh, tu dis ça nous apprend rien. Je pense quand même que sur l'expérience, enfin quand t'as comme ça une espèce de masterclass quelque part, même si on travaille peut-être plus de la même manière aujourd'hui, ça te donne peut-être des pistes de réflexion ou au niveau de la rigueur, de la manière de construire les choses. Non, c'est pas. Mais le mec avait des des manies. Il voulait que son code soit vraiment le truc le plus concis possible, le plus rapide. Son exécutable devait être le plus petit possible, parce que après ça devait être le Task Manager, et il devait se lancer le plus vite possible et avoir une toute petite empreinte mémoire. Donc le truc faisait 80-85K. Et donc il explique le code qu'il faisait à l'époque, et c'était du C pur, sans classe, sans rien, avec 4-5 fichiers, des headers, des images, et le truc était plié. Donc est-ce que il le dit lui-même, je pense plusieurs fois, est-ce que si on devait le réécrire aujourd'hui on le ferait de la même manière? Non, je pense pas. Mais en même temps, il y a 20 ans, je pense que ça devait être le state of the art. Oui, c'était voilà. Et ça a toujours, ça a été très utile, quoi. David, tu as certainement un truc à rajouter. Oui, bien sûr. En fait, il y a quelque chose de très intéressant à propos de Dave Plummer. Il est en fait autiste, et il ne le savait pas. Il s'en est rendu compte très tard, et il a fait des vidéos. Il a d'ailleurs même publié un livre il y a 2 ans là-dessus, qui s'appelle Les secrets de l'autiste millionnaire. Il explique dans sa vidéo et dans son livre comment il a rencontré Bill Gates, tout ce que son autisme lui a causé comme problème. Et en fait, sa chaîne YouTube, il l'a fait également pour vaincre son autisme, parce qu'il était fort refermé sur lui-même. Très intelligent, mais très refermé sur lui-même. Il n'était pas il n'avait pas de tact en discutant avec les gens, donc il s'est fait beaucoup pas de filtre d'ennemis. Voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est très intéressant. Il est non seulement intéressant pour la partie code, mais aussi pour beaucoup de choses qu'il a découvertes. Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens dans leur vie. Je veux dire, pas uniquement des gens qui sont autistes. Bien sûr, mais, oui.
il regrette de ne pas avoir, qu'à l'époque, que ce n'était pas dépisté et ne pas avoir pu s'en rendre compte plus tôt. Et voilà, c'est une personne très intéressante. Il aurait peut-être géré différemment, quoi. En gros, c'est peut-être ça aussi. Si je peux rebondir sur ce point-là, à ce propos, c'est détecté en France. L'autisme, en Belgique, chez les adultes, c'est no way. Chez les adultes, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas en Belgique. Ça se fait dans d'autres pays. Voilà, chez nous, on se dit on s'en fout, tant pis pour eux. Parce qu'il y a une partie de la population quand même importante qui a des traits d'autisme. On va pas faire tout le truc là-dedans. Par contre, statistiquement, on retrouve énormément de personnes autistes ou avec des traits autistiques dans le dev. Parce que c'est des métiers qui sont assez bien taillés pour ce type de personnalité. Oui. En général, tu peux prendre un dev, tu peux le taper devant un écran, il code toute sa journée, il a dit bonjour à personne, et il ressort et il a fait son taf, quoi. Est-ce que c'est pas un peu cliché? Parce que ça me fait un peu penser au cliché de, tu vois, il est capable de compter les allumettes dans une boîte d'allumettes plus vite que toi, ou, enfin, tu vois, c'est ce genre de cliché que le cinéma a un petit peu véhiculé aussi, non? Mais alors peut-être qu'il y a un peu de cliché, mais en même temps, les autistes ont, enfin pas tous, hein, je ne vais pas faire une généralité, ont une forme de réflexion qui est très adaptée pour, et qui du coup te donne des forces que un humain normal n'a pas. Mmh. Donc c'est pas une surexploitation d'eux, c'est une forme naturelle de... Ouais. Tu exploites tes qualités, et donc en général tu vas en retrouver là-dedans, même si la plupart s'ignorent. Hein. Parce que c'est vrai qu'on se fait souvent la réflexion, et je ne parle pas que d'informatique, mais par exemple par rapport à un musicien, un pianiste, un virtuose, on se dit mais son cerveau fonctionne pas comme le nôtre, il voit pas ou il sent pas les choses de la même manière que le commun des mortels. Il a ce qui s'appelle un don. Oui, ils sont pas forcément tous autistes. Il y en a qui ont des dons sans traits autistiques. C'est pour ça que je disais, il y a cliché dans les deux sens, tu vois. Ça peut être aussi, ah tiens, lui il est intelligent donc il est autiste. Il faut faire attention, quoi. Voilà, parce que ça peut vexer aussi certaines personnes en plus. Dev's Garage, c'est le nom de sa chaîne, hein, YouTube. 518 000 abonnés. Ça va. Oui, il s'en sort, il n'avait pas besoin de pub. Hein. Ils sont pas tous devs, ces abonnés. Non, c'est très humain, c'est très agréable. C'est très accessible, et c'est fait intelligemment. Et je trouve que c'est une chouette façon de passer sa pension, quelque part aussi. De partager son savoir. Oui, faire des vidéos sur YouTube, etc. Moi, je ferais ça quand je serais pensionné, je pense. Oui, ou partager ton savoir sur YouTube. Oui, c'est ça. Bon, allez, on a fait le tour de la question, on peut passer à la suite. Que voici. Ah, encore la lettre C. Et la lettre C comme compression, David. Et on va parler de compression vidéo. La compression qui sauvera peut-être Internet, David. Oui, je vais parler de la société, la start-up DeepRender, qui est une société anglaise basée à Londres, qui avait d'ailleurs levé 8,5 millions d'euros de fonds, ça avait été annoncé fin mars, pour résoudre la crise des données et de la bande passante sur Internet, parce que c'est un point assez préoccupant, la quantité de vidéos, les médias sociaux, les photos, tout ça doit être stocké quelque part, tout ça utilise énormément de bande passante. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, avec les vidéos en 8K qui vont commencer à apparaître. Ouais. Et donc, ils se sont lancés là-dedans, et il y a, c'était en courant de semaine, j'ai lu l'article, comme quoi ils ont déjà un système qui fonctionne, qui leur permet d'avoir des fichiers 5 fois plus petits que le H264. Aujourd'hui, avec une qualité vidéo similaire, et ils ont un objectif d'arriver à 50 fois plus petit que du H264. Donc c'est assez exceptionnel comme niveau de compression. Il faut savoir que l'évolution du H264, le H265 ou le AV1 n'apporte que 20 ou 30% d'amélioration. Ça veut dire, au lieu d'avoir, on va dire, un fichier de 1 giga, on n'a plus que 70 ou 80, 700 ou 800 mégas. Ouais. Ici, on serait à 200 mégas déjà aujourd'hui, et ils pensent pouvoir arriver à 20 mégas contre 1 giga aujourd'hui, ce qui est vraiment impressionnant. Et ils font ça en utilisant une technique de compression, décompression, basée sur des systèmes
d'intelligence artificielle, des réseaux neuronaux spécifiquement entraînés pour ça. On en parle partout, mais ici je trouve que c'est une application qui est, on va dire, révolutionnaire et très intéressante. Sur leur site, ils s'autoproclament être 80 ans en avance sur la compétition, mais bon, 80 ans en avance, hors intelligence artificielle bien sûr, parce que les choses évoluent tellement vite maintenant que on ne sait pas où on sera dans 5 ans. C'était chez le laboratoire de Netflix, c'était très avancé aussi sur la recherche sur la compression, parce qu'évidemment Netflix est intéressé au plus haut point, et ils sont d'ailleurs leur catalogue est recompressé et retranscodé très régulièrement. On ne le voit pas en tant qu'utilisateur, mais au niveau des serveurs, etc. Régulièrement, en particulier le catalogue persistance qui va rester longtemps sur la plateforme, ils régénèrent les fichiers de temps à autre en fonction de l'évolution de leur codec. Et là aussi, je pense qu'il y a un blog d'ailleurs, on en avait parlé une fois, je pense, avec Sébastien, me semble-t-il. Il y a un blog Netflix qui est très ouvert d'ailleurs, parce que c'est du logiciel libre, hein. Ils ouvrent leur code et ils donnent des explications aussi. C'est très technique évidemment, ça s'adresse pas à tout le monde, mais c'est passionnant parce que c'est effectivement, on se demande jusqu'où ça va s'arrêter, parce que, entendons-nous bien, on parle de compression, mais c'est à qualité visuelle et de perception égale. Donc quand on compare les différents volumes, le fichier une fois compressé, combien de pourcents il représente de l'initial, c'est parce que faire 3 pixels qui se battent en duel, ça on sait faire, hein. Donc c'est ça aussi l'intérêt de la chose, quoi. Il y a quelque chose d'autant plus intéressant, c'est qu'ici, on pourrait avoir une qualité vidéo qui est même meilleure que l'original, justement avec ces techniques d'upscaling, intelligence artificielle. On pourrait recompresser une vidéo qui est en plus basse résolution et régénérer des détails qui n'existent pas, mais qui ont été... C'est un peu comme le cerveau humain reconstruit une image floue de manière plus nette. Oui. Rappelle-toi, David, on avait parlé de ça aussi, et là c'était une recherche de la part de Google, si je ne dis pas de bêtises, qui faisait de l'amélioration d'image, mais en passant d'abord par un filtre gaussien. C'est-à-dire que l'image était un peu pixelisée, on appliquait un filtre gaussien, et sur base de cette image floue, on recalculait les points pour qu'elle redevienne nette, et donc du coup, elle avait de meilleure qualité, entre guillemets, que l'initiale. C'est particulier comme technique. Et on avait donné l'exemple qu'une personne qui est myope, on prend une image fort pixelisée, on va dire par exemple, on met un filtre de censure sur une image, et on enlève les lunettes, on la met loin, donc elle est floue, et on la voit mieux. Parce que le cerveau reconstruit l'image. Et c'est un peu les mêmes techniques ici, mais avec un réseau de neurones artificiels. Moi, je trouve ça génial. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, si ça l'est bien ou pas. Non, mais d'un point de vue technologique, tu dois toujours travailler sur les deux côtés en même temps. D'un côté, tu dois réduire la nécessité de bande passante, et en même temps, tu dois l'augmenter. Si tu travailles que sur un des deux côtés, ça marche pas. Au moment, on va pas assez vite. Donc, c'est nécessaire. Maintenant, d'un point de vue un peu plus philosophique derrière, je me demande à quel point, parce que si j'ai bien compris la manière dont ça fonctionne, tu as une forme de rendu, donc tu n'as plus vraiment l'image originelle. Si tu regardes un film fait par un réalisateur, est-ce que tu ne modifies pas son œuvre en la faisant passer là-dessus? C'est toujours le risque, effectivement, et c'est pour ça qu'il faut être le plus fidèle possible à l'original, mais forcément, si tu compresses, tu perds une partie de l'information, même si tu la reconstruis par ailleurs, et c'est peut-être pas la même information qu'à l'origine. La compression, je dis pas. Les algorithmes aussi. C'est pareil, je veux dire, quelqu'un la chaîne entre guillemets de production d'un disque, c'est quelqu'un qui va jouer de la musique, on va l'enregistrer, il va faire appel à quelqu'un pour le mixer, pour faire de la balance entre la basse, les percussions, etc. Une fois que c'est mixé, on va passer à la masterisation, quelqu'un va le masteriser pour le mettre aux normes techniques du support qui va l'emporter. Alors, à l'époque c'était les vinyles, aujourd'hui c'est Spotify, avant ça c'était les CD, et donc
parce que chaque support a sa propre norme technique, donc il faut... Et déjà là, il y a déjà... normalement, l'auteur va suivre son produit jusqu'au bout pour qu'il reste le plus fidèle possible, et puis à un moment donné, il est obligé de l'abandonner, de le laisser filer, et c'est là qu'on voit qu'effectivement, avec tout ce qu'on peut rajouter, même ce que le particulier peut rajouter à l'écoute, les filtres loudness et des choses comme ça, bah, ça n'a plus grand-chose à voir avec l'intention initiale artistique, le parti pris artistique de l'auteur, quoi. C'est le risque. Il y a quand même une différence par rapport à créer des informations qu'on n'a pas. C'est qu'ici, les codecs vidéo, en fait, ils ont la vidéo d'origine, ils la compressent et ils vérifient ce qu'il y a comme rendu. Et d'ailleurs, c'est ce que les codecs H264, H265 et les autres font. Ils savent mesurer le niveau d'écart entre l'image originelle et le niveau résultant. Et en fait, c'est d'après ce que j'ai lu ici dans l'article et sur leur site, ils utilisent un système d'apprentissage, d'auto-apprentissage. Je veux dire, le réseau de neurones, il va y avoir derrière ça une comparaison entre l'original et la copie, la version compressée, pour s'assurer de rester fidèle à l'original. Donc ici, on va quand même garder l'idée, c'est d'avoir une qualité, une fidélité par rapport à l'original qui est égale à ce que les meilleurs codecs actuels font. Ce que j'ai parlé de faire de l'upscaling, c'est quelque chose qui peut être rajouté, et là, en effet, on peut rajouter des détails qui n'existent pas, et là, on pourrait endommager la vidéo d'origine, mais ce n'est pas leur prétention première. Alors, il y a un autre aspect, on l'a pas abordé, mais ça mériterait rien qu'à ça. Déjà, ça mériterait un dossier. Il y a l'autre aspect, c'est ce que ça utilise comme ressource pour être appliquée. Cette compression, elle demande bien du calcul et donc des processeurs, etc. Et il faut voir si finalement la solution n'est pas plus coûteuse que d'avoir plus de bandes passantes ou, enfin, tu vois, ce que je veux dire, il y a une balance aussi à exécuter à un moment donné. Ceci étant dit, plus il y a de volume à traiter, peut-être que du coup, offre et demande aidant, les coûts matériels sont peut-être plus facilement gérables, ou que sais-je. Quoi qu'il en soit, il y a un coût. Ça dépend du nombre de personnes qui l'utilisent, tu vois. Si c'est une vidéo de vacances, si tu prends... on a des grosses transferts à faire, nous, entre certaines machines. Si tu fais le transfert, admettons que ça va te durer 1 heure. Si tu zippes le truc, ou un autre truc, ou un autre que le zip, et puis que tu le transfères, bah, le transfert, effectivement, tu vas peut-être gagner la moitié du temps, mais il te faut 1 heure pour le zipper. Oui. Donc, en général... En plus, les ressources sont de ton côté. C'est toi qui vas devoir les utiliser. Alors que si j'envoie le fichier noble, entre guillemets, ben, la personne en face, ce qu'il faut attendre, et qui va le gérer derrière. Et donc ça dépend combien de personnes l'utilisent, tu vois. Si c'est une seule personne, bon, bah. Donc ça ouvre plein de perspectives, c'est intéressant, hein, ce truc-là, mais c'est vrai que ça s'applique à plein d'autres concepts également. On a fait le tour, je pense, hein. On peut passer à la lettre suivante. La lettre K, comme Kessler, Sébastien, et SpaceX est-il en train de compromettre notre sécurité, ce qui va nous imposer de parler de l'effet Kessler, Sébastien. Oui, et alors je suis content parce que j'ai quand même mis une lettre à 10 points dans ce numéro quand même, donc c'est quand même balèze. Et dans une position contre triple. C'est quand même balèze, et si je regarde toute la conduite, on fait que des 3 ou des 10, hein, parce qu'on a encore un 10 plus tard, donc sur le Scrabble on est bon. Hein, T'aurais même pu mettre une lettre à 11 points. En fait, Kessler peut s'écrire avec le bêta allemand à la place des 2 S. Oui, il te faut un jeu teuton, quoi. Donc, voilà. Donc, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Alors, l'effet Kessler, c'est... en fait, imaginons qu'on ait lancé des milliers de satellites, hein, c'est le cas. C'est le cas. Et qu'on continue encore à en envoyer quelques milliers de plus. Et puis, à un moment... Il y a beaucoup d'objets, il y a un certain nombre de débris, et le syndrome Kessler, c'est le fait que la multiplication de ces débris parte dans
dans un mouvement qu'on ne sache plus contrôler. C'est-à-dire que ça va générer d'autres débris. Ça va générer d'autres débris qui vont eux-mêmes casser d'autres satellites, qui vont générer d'autres débris. Et là, c'est une réaction en chaîne qu'on ne saura plus contrôler. C'est ce qu'on a redouté, parce que les Chinois se sont amusés il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, à faire exploser un de leurs satellites. Et ça a même mis en péril, entre guillemets, la sécurité des occupants de l'ISS. Je pense qu'ils ont dû même un peu modifier leur altitude. Enfin, voilà. Parce que ça avait lâché dans des débris incontrôlables. Et des fois, c'est même des débris d'une toute petite taille qui peut être dommageable. Alors, on estime qu'il y a plus d'1 million de pièces qui tournent autour de nous. Donc, c'est pas rien. Et on n'en suit qu'une infime partie. On en suit 34 670 parce qu'ils sont gros. Les autres, si c'est un boulon qui tourne, c'est un boulon qui tourne. Mais en attendant, ça peut tourner. Ça tourne vite. Si, quand tu te prends un boulon sur la station spatiale, c'est un problème. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus, tous ces satellites traquent les morceaux les plus gros et bougent en fonction de « Hey, il y a le morceau qui arrive, il faut que je mette 5 cm sur le côté, sinon je vais perdre un morceau. » Sauf qu'aujourd'hui, ils le font, mais si tu as une multiplication, à un moment, ils vont plus savoir le faire et ce sera plus qu'un gros ramassis de crasse qui tourne autour de nous et les satellites seront tous démolis. Donc c'est un stress, effectivement, un nombre d'experts qui alertent la communauté en disant Starlink c'est un chouette projet, mais on a quand même déjà lancé près de 16 000 satellites, il n'y en a plus que 8 600 qui tournent, on veut encore en envoyer au tout 42 000. À un moment, ça risque d'être un problème, surtout que là, on a octroyé ce droit, enfin, il s'est octroyé tout seul, ce droit à une société, mais il y en a d'autres, il y a OneWeb, il y a Amazon, et il y en a d'autres qui attendent derrière en se disant, nous aussi, on va balancer tous nos satellites, parce que pour le moment, il y a une... Et à quantité égale en plus. Parce que, il n'y a pas de raison, ils ont besoin du même réseau. Ouais. Et donc, on se retrouve avec une puissance internationale, les États-Unis, qui ont ce réseau, du coup, ils ont aussi un certain pouvoir, comme on l'a vu dans des... Et en plus, c'est une société, c'est même pas un État, c'est une société américaine qui fait des choix politiques, et les autres sociétés ne sont pas moins américaines. Mais... c'est vrai. Voilà, donc là-dessus, nous, la sécurité, ça vaut pour tout le monde, parce que le nombre d'États qui ont des velléités spatiales, je pense à l'Inde, à la Chine, par exemple, vont devoir passer cette couronne, parce que tous ces trucs qui sont en orbite, à un moment donné, quand tu veux aller par exemple vers la Lune, tu dois la traverser, donc ça va poser des problèmes à un moment donné à tout le monde, quoi. Voilà, mais si on arrive à Kessler, ce ne sera plus possible, on regardera juste le ciel en disant c'était chouette avant, mais si on veut passer, il y a une certaine chance que le gars il se prenne quand même un boulon dans l'œil et il sera moins content, quoi. C'est ça. Ça peut être sympa dans un film de science-fiction, un boulon dans l'œil, mais dans la réalité, ça fait mal quand même. Surtout à la vitesse à laquelle ça tourne, quoi. Donc, voilà. Et donc voilà, pour le moment, c'est le bordel, les gars, et pour le moment, on laisse faire. Mais c'est pas la première fois qu'on le dit que, alors oui, technologiquement c'est génial, on voit ce que ça peut faire en termes de communication, on voit ce que ça peut faire aussi, par exemple, sur le champ de bataille, sans vouloir reprendre cet exemple-là à tout prix, mais ça existe aussi. Donc c'est une technologie intéressante, mais quand on voit ce qu'elle nous coûte, je veux dire en sécurité, et le fait de parler de ce syndrome, c'est quand même, on peut se poser la question, faut-il vraiment le faire, quoi. On sait le faire, mais faut-il le faire? Mais alors, c'est peut-être aussi un des buts de l'article et de ce genre d'alerte, c'est d'essayer de trouver des fonds, parce qu'il y a des projets en cours de lancer des grands sacs poubelles, en gros, pour les ramasser tous les déchets. Il y a un projet européen qui ressemble à ça. Tout à fait, c'est ça. On lance les poubelles, et donc, il faut sensibiliser. C'est comme on a parlé du réchauffement climatique pendant des années, jusqu'à ce que maintenant, on fait 23 en hiver, et on se pose des questions. Mais c'est un peu le même principe, donc là il faut peut-être essayer d'anticiper un petit peu plus avant de se dire c'est con, on peut plus aller sur la Lune.
À cause de ça, à cause de nos déchets de nos grands-parents ou nos parents. Alors, va faire du tri sélectif. Je voulais pas y aller, de toute façon. Tu voulais pas aller sur la Lune? Oui. Après, va faire du tri sélectif. Oui, pareil. Il n'y a pas de vodka, en tout cas, ça c'est sûr. Va faire du tri sélectif déjà, parce qu'une fois que tu auras ramené ton sac poubelle, il va falloir en faire quelque chose. Parce que, voilà. Mais non, c'est passionnant, mais en même temps, ça pose tellement de questions et on a tellement peu de réponses. Ouais, mais on l'avait annoncé il y a quelques semaines, on va quand même aller sur la Lune récupérer un sachet de Popo. Ça, on en a parlé dans l'épisode 414, je pense. Ouais, c'est possible. Donc on a parlé de Popo dans l'espace. Donc on a parlé de faire crac-crac dans l'espace. Maintenant, on parle beaucoup d'espace. Et comme on le disait entre nous, David, l'espace, ça a toujours attiré beaucoup de monde. Voilà. Comme le Popo et les autres trucs. Enfin, passons à la suite. La lettre N, on va parler d'NVIDIA. Ah, ça, c'est la marotte de David, je le sais. Il est sponsorisé, je pense. À un moment donné, ce garçon, je vais commencer à m'inquiéter parce que voilà. Mais on va parler de NVIDIA et de Reconstruction, Ray, R-A-Y, Reconstruction, ou de Neural Rendering, je vais y arriver. Tu vas nous expliquer tout ça dans le détail parce que moi, j'ai pas lu la news, pour le coup. Voilà. Je suis ton premier auditeur. Voilà. Donc voilà, NVIDIA dont je parle assez régulièrement. J'avais déjà parlé de leur DLSS, donc qui permet de rendre l'image avec une résolution plus faible et de l'améliorer avec un réseau de neurones. Ça rejoint un peu mon sujet précédent. Ouais. Ils ont ensuite sorti le DLSS 2 qui était une version améliorée, le DLSS 3 qui générait des images entre les images, et ils ont sorti tout récemment le DLSS 3.5. En fait, les versions de DLSS, ce sont pas une chose qui a évolué dans des versions, mais ce sont des choses bien séparées. Et ici, le 3.5, c'est le Ray Reconstruction qui permet d'améliorer le ray tracing. Le ray tracing, c'est la technique de génération d'images qui, en fait, pour chaque point de l'écran, fait une projection inverse de l'œil de la personne qui regarde et suivre le chemin du rayon de lumière, toutes les réflexions. Donc, par exemple, un rayon lumineux qui arrive à notre œil, on voit, par exemple, je vois mon bureau devant moi. Ce que je vois, c'est une lumière qui réfléchit et qui vient de plusieurs sources. J'ai 2 spots lumineux devant moi, j'ai des lumières sur le côté. Et en fait, pour chaque pixel, le ray tracing, c'est calculer tous les chemins lumineux, tous les angles, ce qui a un coût énorme en capacité de calcul, qui n'est pas possible actuellement de faire de manière complète. NVIDIA avait déjà apporté du ray tracing, mais le ray tracing, en fait, ils échantillonnent un certain nombre de points, donc ils ne calculent pas tous les points possibles, mais peut-être 1 sur 100, 1 sur 1000 ou 1 sur 10 000. Oui, et parce que il y a des zones sombres qui n'ont pas lieu d'être calculées, si on comprend bien la logique du truc. Oui, et ils font une interpolation, ce qui fait que, par exemple, si on a une flaque d'eau qui est comme une flaque d'eau, qui n'est pas plate comme un miroir, on n'a pas une qualité aussi bonne que la réalité. Et donc ici, ce qu'ils font, ils utilisent un réseau de neurones spécialement entraîné pour ça, qui va permettre de reconstruire de manière intelligente les pixels qui n'ont pas été calculés par le vrai ray tracing, ce qui permet d'avoir une qualité de ray tracing infiniment plus grande. Enfin, pas infiniment plus grande, mais beaucoup plus grande. Oui. Moi, je l'ai testé. Donc, le premier jeu vidéo qui utilise cette technique, c'est Cyberpunk 2077. C'est assez époustouflant quand on voit la différence entre les deux. Et ce qui est très intéressant, c'est que
on ne perd pas de performance, donc on n'a pas de ralentissement en nombre d'images secondes, on a même une légère amélioration. Le DLSS 3.5 est disponible pour les cartes graphiques RTX génération 2, 3 et 4, contrairement à l'interpolation d'images qui était disponible que sur la génération 4. Donc c'est quelque chose qui permet d'améliorer la qualité d'image sans perte de performance, même pour les personnes qui ont des cartes graphiques qui ont quelques années chez eux. Voilà, donc ça c'est pour la partie Ray Reconstruction. Et le vice-président... Je te coupe 2 secondes, c'est le vice-président que j'ai devant les yeux, c'est un des Bee Gees en fait. Ce n'est pas le vice-président de NVIDIA, c'est le vice-président du laboratoire de recherche le Applied Deep Learning Research de NVIDIA, donc il s'appelle Brian Catanzaro. Et il parlait du futur du DLSS, il parlait d'un hypothétique DLSS 10 qui ferait du rendu neural. Ça veut dire que là, il n'y aurait plus du tout de calcul géométrique. Tout ce qu'on fait, c'est donner les informations de la géométrie, donner les informations de l'environnement, des lumières et tout ça à un réseau de neurones qui va générer une image. Et ce n'est pas tiré par les cheveux parce qu'en fait, en décembre 2018, NVIDIA avait déjà fait une démo technologique où ils avaient affiché un monde ouvert, une démo d'un monde ouvert qui était calculé en temps réel avec un réseau de neurones. Il dit lui-même qu'en fait la qualité d'image à l'époque était nettement en dessous de ce qu'on a aujourd'hui, comme dans un jeu comme Cyberpunk, mais que ce n'est plus de la science-fiction et qu'un rendu complètement neural pourrait arriver plus rapidement qu'on le pense. Et là, ça ouvre les portes à avoir vraiment quelque chose qui est impossible à distinguer de la réalité. Oui, ça va devenir de plus en plus difficile, on l'imagine bien. Je sais pas si Seb avait un truc à... Qu'est-ce que ça l'inspire? L'industrie adulte va être très contente. Plus besoin d'actrices. Ça va être magnifique. Et l'acteur. Bien. Oui, ça peut s'appliquer pour les films, ça peut s'appliquer pas uniquement que les jeux vidéo. Ça, je reprends mon argument du coût. Parce que tout ça a un coût. Est-ce que la machine ne sera pas plus chère et le temps de calcul ne sera pas plus cher que des gens qu'une actrice fait de chair et d'os et d'un acteur, forcément, ou de 2 acteurs. Il y a une chose assez intéressante là-dedans, c'est que ces réseaux de neurones coûtent très cher à entraîner. Ah oui. Mais une fois qu'ils ont été entraînés, ils peuvent être copiés 1 milliard de fois, et chaque personne le fait tourner sur sa carte graphique. C'est le cas du DLSS. Oui, le DLSS ne tourne pas dans le cloud. Ce n'est pas quelque chose qui tourne en dehors de chez soi. Il est intégré au driver de NVIDIA, et c'est la carte graphique qui le fait tourner en local. Donc le coût, c'est l'entraînement. L'industrie adulte approuve. Même les amateurs, tu sais. S'entraîner, c'est toujours bien. Merci en tout cas pour cette news. Avant de passer à la suivante, je tiens à vous rappeler que d'ici quelques instants, on entamera notre dossier du jour. On va parler de VPN. Donc, si vous avez pris la vidéo un peu plus loin, que vous êtes ici, attendez qu'on soit là-bas. Vous allez voir ce que c'est. La lettre S comme sticker. En attendant, on va parler de ça avec Sébastien. Et on lui pèlera le métavatar. Ça ne se chante pas bien, ça, par contre. C'est pas le même air. Voilà, c'est ça. On va parler de méta et de son avatar. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, comme l'IA se met plus ou moins partout, à toutes les sauces, etc., là, c'était une petite annonce où c'est des trucs que je trouve totalement indispensables, mais apparemment, c'est important. Donc, Meta l'a annoncé, c'est le fait de pouvoir faire des petits stickers que tu définis toi-même, c'est-à-dire en gros tu fais ton brief et tu dis je veux Luigi en train de jouer à la corde à sauter, et il va te faire un Luigi en train de jouer à la corde à sauter, et bim, il t'envoie le truc. Sauf que voilà, le truc est sorti, il n'a pas fallu quelques jours pour que le truc commence à sortir tout et n'importe quoi. Donc ils ont essayé de mettre quelques restrictions pour pas que tu fasses n'importe quoi, mais ça commence déjà assez bien. Et en fait, c'est comme un autre sujet qu'on
qu'on n'a pas cité ici, mais tu peux mettre un certain nombre de restrictions dans une intelligence artificielle parce que tu veux pas, et alors c'est le cas des plus connus, ou qui ne vont pas te donner en conseil en crypto, ou qui vont pas t'expliquer comment tuer ton voisin, mais si tu lui expliques, si tu lui donnes le brief autrement, eh bien ils vont quand même répondre à ta question. Et donc sur un CAPTCHA par exemple, ils ne peuvent pas normalement, parce que voilà, ils ont mis des sécurités, et si tu donnes un CAPTCHA, les IA actuelles, ils ne te répondent pas pour te le décoder. Par contre, et t'as une personne qui avait fait ça cette semaine, ils avaient mis le code du CAPTCHA brutalement, hein, juste copier l'image en plein milieu d'une autre image, hein, il n'y a pas de détourage ni quoi que ce soit, c'était vraiment grossier, et sur un médaillon, il a dit c'est le médaillon de ma grand-mère, oh c'était un code intéressant, enfin, on aime beaucoup, donne-moi le truc, et l'IA a décodé le truc. Donc tu sais jamais borner une IA telle qu'elle est faite aujourd'hui en disant on va pas faire de violence, on va pas faire de sexe, on va pas faire de racisme, eh bien c'est mort. Et ici donc on s'est retrouvé avec des sujets connus comme Mickey qu'ils ont fait fumer de la marijuana, Winnie qu'ils ont fait jouer avec une arme d'assaut, etc., etc. Et donc on s'en émeut sur X, pour ceux qui vont encore sur X, ou sur d'autres réseaux, donc en disant, bah oui, voilà, on a déjà détourné, et même s'ils ont mis des limites, ça change rien, on sait lui faire ce qu'on veut. Et donc, voilà, il y a un peu une question philosophique derrière aussi. Oui, voilà, c'est possible. Alors, est-ce que c'était réellement nécessaire d'avoir ça dans Messenger, WhatsApp et compagnie? Bon, voilà, peut-être, ça dépend du public que tu cherches. Oui. Mais est-ce que après tu dois essayer de borner les IA en disant tu vas pas pouvoir faire de trucs horribles? Bah, le mec, s'il veut envoyer une photo de Winnie en train de fumer avec une arme d'assaut et étrangler Luigi ou que sais-je, t'aurais quand même pu le faire. Donc, est-ce que c'est la technologie qui doit être limitée? Et c'est marrant parce que ça va rejoindre certains trucs du dossier. Est-ce que c'est la technologie que tu dois limiter, ou est-ce que c'est juste les gens que tu dois éduquer à ne pas faire ça? Mais on y reviendra peut-être justement sur l'aspect éducation. Juste un point de vue, et on en débattra peut-être plus tard, mais je pense que comme la technologie avance vite, dire « Ah, il faut mieux éduquer les gens », oui, mais quand ils étaient éducables, ça n'existait pas. Ça tombe du ciel. Ou alors, il faut éduquer de manière générique. Voilà, en disant aux gens, quoi qu'il arrive, surtout, faites pas les cons. Mais ça, c'est ce qu'on fait déjà, quelque part. Oui, mais on t'a éduqué à un certain respect, à une non-violence, à des trucs. Donc, ça reste applicable. Oui, mais tous ces machins sont faits aussi, et c'est parce que c'est fait intelligemment, c'est malin avec mal. C'est que c'est désinhibant. Je veux dire, quel est le mal à faire ça, finalement, hein? Il n'y a pas bord d'homme si Winnie l'ourson fume du hashish, tu vois. Non, c'est juste les ayants droit qui s'emmerdent avec ça. Bah, parce que sinon, entre nous, on peut se faire rigoler là-dessus. Et on n'a pas besoin nécessairement d'une IA pour y arriver. Hein. En Belgique, on a des gens qui ont fait fumer justement des pétards à Tintin, et ils se sont pris des procès sur la tronche, des ayants droit, etc. Donc ça, c'était de la parodie. Qui est sorti, c'est Tintin en Thaïlande, et ils ont gagné le procès. Parce que ça a été considéré qu'une parodie n'était pas une atteinte au droit d'auteur. C'est ce qui ressort en général, mais pas dans tous les pays. Quand on était enfant à l'école, on dessinait aussi des Mickey ou des personnages qui faisaient toutes des choses qui seraient interdites ici. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose, je trouve. En tout cas, ceux d'entre nous qui avaient le talent de le faire, parce que pas tout le monde peut pas. Il faut avoir un sens des proportions des fois avec des souris, c'est pas évident. Mais voilà, on aura l'occasion certainement d'en reparler, mais ça a l'avantage de susciter la réflexion, effectivement, et donc que chacun fasse un petit peu son introspection, se pose la question, et éventuellement nous laisser en commentaire pour nous dire ce qu'ils en pensent, hein, et on s'en fera éventuellement l'écho dans un autre dossier ou dans un autre épisode ou à une autre occasion, dans un live par exemple. Si t'as rien à rajouter, Sébastien, je propose qu'on passe à la suite. Par exemple, allons-y.
La lettre Z comme Zeta. Cordipoint. Encore 10 points, David. Là. On va. Alors là, on est de nouveau dans des échelles. Avec souvent, quand on a parlé déjà de milliards et de billiards et de, enfin de billard. Moi, j'aime bien ça. Il adore ça. Alors ici maintenant des zétaflops. Les zétaflops, on connaissait les pétaflops, les hexaflops. Un zétaflop, c'est encore plus. Waouh. C'est 10 exposant 21. Voilà. C'est bizarre, ça va. Oui, bah oui. Finalement, c'est le. 10-21, oui. Hexa, c'est 10-18. Zeta, c'est 10-21. Et Iota, c'est 10-24. Voilà. Donc, c'est Tashium. C'est une société qui est en train de développe le premier processeur universel qui s'appelle le Tashium Prodigy. Donc c'est un nouveau type de processeur, contrairement aujourd'hui aux processeurs qui sont pour des calculs normaux et les GPU qui s'orientent vers l'intelligence artificielle. Ici, c'est un processeur qui pourrait faire un peu de tout, peut faire de tout. Donc aussi bien des calculs normaux, des programmes normaux, que des programmes qui aujourd'hui tournent sur des GPU ou c'est des processeurs spécialisés pour ça. Et ils sont en train de, ils ont annoncé leur nouveau supercalculateur qui va être mis en place à partir de 2024 et qui sera opérationnel à 100% en 2025, qui aurait une puissance de calcul de 50 hexaflops. Qu'est-ce qu'un flop? Un flop, c'est une opération à point flottant, donc une opération à point flottant en 64 bits. Il faut bien le préciser. Aujourd'hui, le supercalculateur le plus puissant au monde qui est opérationnel, qui s'appelle le HPE Cray-EX, est à 1,2 hexaflop. Donc, on parle de 1,2 à 50. Ce supercalculateur qui permet également de faire d'autres types de calculs, lui aurait une puissance en entraînement de réseau neural de 8 zétaflops, donc lui passe déjà la barre du zétaflop, ou de 16 zétaflops pour ce qui est de traitement d'image. Alors, il faut savoir que le zétaflop est une limite assez intéressante dont on a parlé, dont les scientifiques parlent depuis déjà des années, et ils estiment que c'est le point à partir duquel une machine sera capable de modéliser complètement un cerveau humain. Donc ça peut avoir des applications assez intéressantes. Ça pourrait permettre également de prédire le climat 2 semaines à l'avance, ce qui est assez exceptionnel. Aujourd'hui, le climat ou la météo? Parce que c'est deux choses différentes. Si c'est le climat, la météo. Oui, c'est la météo. Donc, ouais. La météo, oui. La météo 2 semaines à l'avance. Et pourvu que les modèles actuels puissent encore fonctionner, étant donné que le climat, lui, évolue, et par combien, ça devient de plus en plus difficile à calculer, en l'occurrence. Mais je te laisse la parole. Tout à fait. Et donc voilà, c'est un gros pas en avant. Pour donner une autre idée, leur superordinateur dans sa version de base pourrait faire tourner l'équivalent de 25 000 fois ChatGPT 4 en simultané. Donc c'est assez... ChatGPT 4 en version à 1,4 trillion de paramètres. On a le prix de ce bébé ou pas? On n'a pas le prix de ce bébé, mais voilà, j'attends de voir ce que ça va donner. Technologiquement, c'est un gros pas en avant. Moi, je connaissais pas du tout avant d'avoir lu la news cette société Tashium, donc j'ai regardé un peu ce qu'ils font. Apparemment, ils sont déjà très avancés, donc ce n'est pas un projet en l'air. Ouais, c'est ça, c'est pas une petite start-up qui s'est lancée il y a 6 mois, quoi. C'est ça que tu veux dire. Sébastien, t'as fait un non, oui. Je veux dire que quand ça ouvrira d'autres problèmes en dehors de l'engouement de David, quand tu as des machines de cette puissance, peut-être qu'on va devoir retravailler un tout petit peu la crypto. Oui.
et retravailler un petit peu le code. Parce que on doit quand même, quand on code pour ce genre de machine, j'imagine qu'on est quand même à l'économie. On va pas commencer à se dire ça va, il sait faire, je peux faire ça comme un con. Non. Bah, ce n'est pas un ordinateur quantique, donc pour casser les encryptions, ça ne va pas changer grand-chose parce que la complexité sur des machines actuelles, mis à part si on découvre une faille de sécurité ou un backdoor installé par la NSA, on est encore très loin d'y arriver dans un temps raisonnable. Mais sur la manière de coder, d'écrire du code pour cette machine, on est quand même à l'économie aussi. Enfin, on réfléchit à 2 fois avant de pisser une ligne de code, quoi, non? Ah non, je suis pas sûr. Ouais. Non, tu crois que je suis pas toujours sûr. Bien. Franchement, on dit ça va, on va prendre un petit pétaflop par-ci par-là parce que voilà, j'ai mis un tab à la place d'un espace. Ce sont des laboratoires de recherche, des universités, des scientifiques qui font des calculs astrophysiques, comme on voit la première image du trou noir qui avait été calculée à partir de toutes des informations. Ça demande une puissance de calcul énorme. Ça, c'est le genre d'application qui va être faite. Modéliser le cerveau humain, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça pourrait ouvrir la porte. C'est un sujet, c'est un gros débat de pouvoir stocker notre personnalité sur la machine. Voilà. Mais bon, je pense qu'on en est encore loin. Que c'est plus loin que ça parce que il parlait du zeta ou du iota scale computing qui est iota, c'est 1000 fois plus puissant. Mais bon, à la vitesse où ça évolue. C'est ça, on va y arriver. Ça, 25 MHz. On était à 4,86 à 25 MHz. Et j'étais content. Hein. J'étais content. Et moi, mon XV20 à 10 MHz. Et puis on nous a augmenté la vitesse. Et puis on nous a augmenté enfin voilà. Et puis. J'avais un bouton. Il était à 50. Quand tu appuyais sur le bouton. C'est à partir du moment où on a augmenté la vitesse et augmenté la puissance des processeurs qu'on a commencé à coder comme des cons. Parce qu'il y avait trop. C'était youpi, c'est la fête du slip, on y va, quoi. Et pendant un certain nombre d'années, c'est pour ça que tout ce que tu avais comme code qui venait de l'Est, Russie ou pays de l'Est, était 100 fois meilleur que ce que tu avais en Europe. Parce qu'eux, ils avaient des moyens ils avaient des machines de merde. On se rappelle aussi, alors j'ouvre une parenthèse qu'on va directement fermer après, mais c'était, je pense, Mark Zuckerberg qui avait piqué tous les appareils Android à ses équipes de développement mobile, en leur disant maintenant je vais vous donner des appareils d'entrée de gamme et vous allez me recoder votre truc pour que ça fonctionne. Ils étaient sur iPhone, pire que ça, monsieur, ils étaient sur iPhone. C'est sur iPhone. Et donc sur Android, ça ne marchait pas l'application, c'était une... C'est juste, ça, au début ça ne marchait pas. Mais effectivement, et donc les gens avec l'iPhone, je sais plus quelle version c'était, ils se disaient, ouah, cet appareil est super puissant, on va faire plein de trucs avec ça, mais ils avaient complètement oublié les générations précédentes et même pour cette génération-là, c'était déjà un peu lourd, quoi. Donc ça vaut quand même la peine de temps en temps de revenir un peu, de faire un pas de côté, de reprendre les choses un petit peu plus fondamentalement. Et puis on va passer à la suite parce que t'as vu l'heure qui tourne, t'as vu. Et je vais juste revenir là-dessus. Et tu sais quels sont les devs qui vont aller comprendre la machine, aller vraiment dans le etc. Eh bien on va repartir sur une partie probablement plus importante de développeurs autistes. Peut-être. On y revient, tu vois. Ouais, peut-être. Peut-être. Il est l'heure, mes amis. Il est l'heure. Le VPN, est-ce que c'est une fausse ou une vraie bonne idée, ou une vraie ou une fausse bonne idée? Le VTN. Le VTT, c'est très bien aussi, pour le mais le VPN, c'est un peu le truc mis à, faut le dire, à toutes les sauces. On a énormément de publicité pour des VPN, enfin pas gratuits justement, payants, mais pas très chers, machin, avec des arguments. Est-ce que ces arguments tiennent la route ou pas? C'est ce qu'on va voir. De la pub, on en a sur les réseaux sociaux, on en a plein sur les chaînes YouTube. Des fois, ça tombe comme ça. Tu es en train de regarder une vidéo et tout d'un coup, le type te dit: est-ce que je vous ai déjà parlé de SudVPN? Non, vas-y, parle-nous-en. Et donc, ils mettent du pognon
un pognon fou dans leur promotion, ces gens-là. Maintenant, c'est en télé aussi. Juste avant d'enregistrer, je regardais, j'étais sur une chaîne de télé, il y avait une publicité pour une société de VPN. Kessaco, Sébastien, on va commencer par parler de ce qui met un peu le VPN pour l'instant en avant, c'est des décisions politiques, enfin en tout cas des enjeux politiques autour du VPN. Oui, alors David ira beaucoup plus loin là-dessus que moi, mais effectivement le VPN permet une certaine forme de sécurisation de ce que tu passes, parce que voilà, tu cryptes entre deux machines, et c'est là toute la problématique en France aujourd'hui, c'est que ils sont dans un grand débat parlementaire de régulation d'Internet et de toute la technologie pour se dire on va interdire le crime parce qu'on en est capable, on est les Français et on peut faire ça nous tout seuls chez nous. Et donc c'est leur projet SREN, hein, donc ils veulent réguler tout l'internet comme ils ont déjà fait par le passé sur tout ce qui était téléchargement illégal, la fameuse Adopi. Et donc, on veut lutter contre le cyberharcèlement, on veut lutter contre le terrorisme, on veut lutter... Et donc, tout ça, ce sont de belles propositions, hein, de vouloir lutter contre toute la criminalité, toute la cybercriminalité. Mais en même temps, il faut un petit peu comprendre de quoi on parle. Et tu sens que dans les projets actuels, on parle plus sur des effets d'annonce que réellement aller dans le fond, discuter avec des experts et comprendre ce qu'est un VPN, pourquoi on l'utilise, et donc on essaye de bannir des choses qui technologiquement sont importantes, sont utiles pour plein de choses. Et donc, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a pas mal de débats en France là-dessus pour le moment. Ici, on se dit, le VPN est la source du mal. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de gens qui se tuent en voiture, qui font des excès de vitesse, et jamais un parlementaire ne s'est dit on va interdire la voiture parce qu'il y a des gens qui roulent bourrés en voiture. Oui. Ça n'a pas de sens. Ou on fermait les autoroutes parce que c'est dangereux, il y a des gens qui ont tué des enfants, qui ont écrasé des petites vieilles dames, etc. Il faut faire quelque chose contre ces voitures. Alors bien sûr, on a envie d'enlever toutes ces voitures pour vivre dans les arbres, la nature, etc. Mais en attendant, les gens veulent leur liberté et aller d'un point à l'autre, et la voiture a apporté une énorme révolution. À la nuance près qu'une voiture, c'est pas une opinion, et que si elle se déplace vite, mal, etc., bon, c'est une voiture, et qu'une opinion, si elle se déplace vite et mal, ça peut faire des dégâts à la démocratie de manière générale. Oui, mais il est jamais été... On n'est pas dans Minority Report, c'est-à-dire que on n'est pas dans la réalité. Le code judiciaire, que ce soit en Belgique, en France ou dans la plupart en Europe, n'est pas là pour interdire le crime. Il est là pour le réprimer. C'est-à-dire que il est interdit de tuer ta femme ou quelqu'un dans la rue. Mais c'est pas pour autant qu'on va t'interdire d'acheter un couteau, parce que tu as peut-être envie d'avoir un couteau pour couper ta viande. Et il y a plein de manières de tuer une personne, ou de faire des excès, ou de faire un crime. Mais on n'interdit pas toutes les manières de faire un crime. Et il y a plein de manières d'utiliser un couteau qui ne sont pas criminelles. Hein, c'est parce que quand tu as tué quelqu'un un coup de couteau, c'est clair, on en parle dans les médias, c'est mal, etc. Ça dépend du lapin. Voilà. Mais l'outil en lui-même, l'outil n'est pas un problème. C'est la manière dont certaines personnes l'utilisent. Et ici, c'est une grosse soupe qu'on fait en se disant, si on enlève tout ça, parce qu'on en est capable, dans le numérique, on est capable de le couper, si on enlève tout ça, on n'aura plus de crime. C'est une manière un petit peu simpliste de voir les choses, et ça n'empêchera jamais un criminel d'utiliser quelque chose de crypté, d'utiliser des VPN s'il a besoin, d'utiliser toute technologie, parce qu'il ne le trouvera pas sur le Play Store, parce qu'ils essayent de l'interdire sur les stores, les différents stores. Ça n'empêchera jamais de faire un sideload, de prendre une application, de l'installer sur ton téléphone. Donc, fondamentalement, les seules personnes qui emmerdent, c'est Monsieur Tout-le-Monde, ou les entreprises, ou les utilisateurs. Mais voilà. Alors, on n'en est heureusement pas à l'interdiction. Néanmoins, si personne ne réagit, si on râle pas, si on n'en parle pas,
c'est un problème, ça risque d'arriver parce que voilà, c'est un problème de liberté individuelle de manière générale, parce que enfin là c'est sous nos latitudes et on peut encore être heureux de vivre en démocratie, mais sans VPN dans certains pays tu peux pas t'informer correctement, par exemple. On va revenir sur les fonctionnalités, sur les raisons du VPN, mais parce qu'il y a plusieurs manières de voir le VPN, hein, donc. Je pense qu'aujourd'hui sur 100 utilisateurs de VPN, il y en a 99 qui le font pour un bon usage. Oui, c'est ça. Oui. Mais faut-il savoir pourquoi, effectivement? Oui, oui, maintenant il faut voir si le bon usage de ces utilisateurs n'est pas un mauvais usage pour les gouvernements et pour toutes les sociétés qui ont des droits. Parce que beaucoup d'utilisateurs utilisent ça, par exemple, pour accéder à du contenu qui n'est accessible que dans un autre pays. Par exemple, regarder un film qui n'est pas disponible en Belgique, mais qui est disponible aux États-Unis. Et derrière, il y a des gros studios de films qui ont des licences, qui ont des royalties, et eux font pression sur les gouvernements de ce côté-là. D'un autre côté, il y a aussi un archaïsme aussi. Je te coupe 2 secondes parce que c'est un domaine que je connais un petit peu. Il y a un petit archaïsme. Enfin, quand je dis un petit, c'est un euphémisme dans la pratique entre guillemets de la gestion des droits audiovisuels, c'est que c'est encore de manière géographique. C'est-à-dire qu'on va octroyer les droits pour un film, par exemple, sur une zone géographique qui est un pays en général. Hein, voilà. Et que le problème, c'est que quand tu utilises les droits et que tu diffuses ce contenu sur Internet, là, il n'y a plus de frontières. Donc, il faut se prémunir et faire du géoblocage pour éviter que ce contenu se trouve dans la nature. Et je peux te dire que les sociétés qui gèrent les plateformes de vidéos à la demande redoublent d'efforts pour justement éviter que ce soit contourné et mettre beaucoup d'ingénierie pour repérer le VPN si jamais usage du VPN est fait, etc., pour bloquer ce contenu, parce qu'il faut montrer patte blanche par rapport aux ayants droit. Auquel cas, si tu ne montres pas patte blanche et si tu fais pas d'efforts, tu peux plus acheter de contenu, et ce qui est quand même un petit peu ballot aussi en l'occurrence. David, le VPN, je reprends le titre tel qu'il est écrit, bêtement. C'est quoi et pourquoi? C'est quoi et pourquoi? VPN, ça veut dire Virtual Private Network, donc un réseau privé virtuel. Ça permet, en fait, il y a quatre utilisations principales. Ça permet, dans une utilisation personnelle, de se connecter en ayant apparemment pour le serveur où se connecte une adresse IP dans un autre pays que le sien, ce qui permet donc, comme on vient d'en parler, d'accéder à du contenu qui a des restrictions géographiques. Par exemple, moi, je vis en Thaïlande. Si je veux lire les news sur les médias belges, ils ne veulent pas. Donc, je dois me connecter via un VPN pour pouvoir les regarder, par exemple. Donc, comme on a dit, ça permet également de protéger sa vie privée pour ne pas être espionné par son opérateur Internet. Mais là, je dirais que si on a une utilisation qui est légitime, on ne devrait pas vraiment s'en préoccuper parce que on utilise de toute façon des protocoles HTTPS qui sont censés déjà être sécurisés. Oui. Par contre, si on veut faire du crime ou des choses illégales, des téléchargements illégaux, etc., comme Sébastien en parlait, la France a été à la chasse tout un temps des gens qui téléchargeaient. Aux États-Unis, téléchargeaient des MP3, on recevait des demandes de rançon pour une fortune par le MPA, le Motion Picture Association of America. Voilà, donc sa première utilisation. Deuxième chose, c'est de pouvoir se connecter à un réseau privé. Par exemple, moi je suis ici en voyage en Belgique, je me connecte à mes machines chez moi en Thaïlande via un VPN parce que je veux accéder à mon réseau local comme si j'étais chez moi. C'est ça. Si on le fait par Internet, si j'ouvre mon ordinateur chez moi à Internet, ça veut dire que mes partages et tout ça sont ouverts de l'extérieur. Là, il y a un côté de sécurité pour accéder, et ce n'est pas que entre des pays. Ça peut être entre Namur et Bruxelles, ça peut être entre Paris et Bruxelles. Voilà, donc ça c'est quelque chose. Moi, je le fais depuis chez moi jusqu'au coin de la rue, donc c'est tout à fait légitime. Ça permet également de faire des connexions de site à site, et ça permet, par exemple, quand on est sur de connecter. On a un bureau dans une ville, on a un bureau dans une autre ville, on a un data center ailleurs. Ça permet
d'être vu comme un réseau unique. Ça permet également de pouvoir éviter des problèmes de déconnexion intempestive quand on est sur un réseau mobile où il y a des coupures. Si à chaque fois on est déconnecté, que le transfert du fichier est arrêté, redémarré, arrêté, redémarré, ça permet en quelque sorte d'avoir une couche derrière et de pouvoir récupérer la connexion et de ne pas couper la connexion. Voilà, ça c'est les 4 grandes classes d'utilisation. Pour ce qui est de l'utilisation personnelle, ce qui est le point du débat, je pense, ici aujourd'hui. Donc tous les VPN qu'on nous vend à gauche et à droite, et comme tu disais, Marc, toutes ces sociétés qui fournissent des VPN sont connues. Les adresses IP, il y a des tables d'adresses IP, on sait à qui elles appartiennent, et il y a des services en ligne qui permettent de savoir si quelqu'un se connecte depuis une certaine adresse IP, que c'est une adresse qui appartient à une société de VPN. Ouais. Et dans les jeux vidéo, par exemple les jeux multijoueurs, la plupart des jeux multijoueurs, justement pour éviter les tricheurs, savent détecter que quelqu'un se connecte via un VPN, sauf si c'est un VPN, on va dire, à soi. Ou d'entreprise, mais ces sociétés qui vendent des VPN bon marché ou des VPN gratuits, ils sont connus et on sait les bloquer, on sait les détecter. Je voyais des gens qui étaient en voyage quasiment en permanence dans certains pays avec lesquels on n'a pas vraiment d'accords commerciaux, vous voyez ce que je veux dire, genre l'Iran et des choses comme ça, et qui se servaient du VPN par exemple pour réapprovisionner leur compte en banque à distance. C'est-à-dire qu'avec le VPN, ils pouvaient se connecter à leur banque en France, réapprovisionner leur carte de crédit ou leur carte, pour pouvoir continuer à voyager, etc. Parce qu'il n'y avait pas d'accès, sinon ils ne savaient pas avoir accès à ces ressources-là depuis le pays où ils se trouvent. On a déjà parlé ça ici aussi, comme je l'évoquais là tantôt, pour des raisons politiques aussi, il n'est peut-être pas inutile de se connecter via un VPN quand on veut émettre certaines opinions ou s'informer de ce qui se passe dans certains pays. Il y a encore une autre utilisation, après je rends ma langue à Sébastien. Je rends la main à Sébastien. Ah, oui. La main ou la langue? Oui, bref. Oui, quand on se connecte à très longue distance, on dépend des opérateurs Internet d'un côté et de l'autre pour ce qui est de la route et du routage. Ouais. Et donc, il y a des accords de peering entre les différents opérateurs Internet. Et si on a la malchance que l'opérateur a décidé que de la Thaïlande, ça passe par Singapour et que Singapour, ils n'ont pas d'accord avec la bonne route et qu'ils ont un accord avec une autre, on se retrouve à avoir une très mauvaise connexion, un temps de latence qui est très long. On peut même se retrouver à avoir la route qui passe par l'autre côté de la Terre. Donc, au lieu de faire 10 000 km, il en fait 25 000 par l'autre côté. Ouais. Et moi, j'ai eu le cas assez souvent. Et donc, j'ai un VPN qui est à Singapour parce que pour ce qui est de l'Asie, les fibres optiques qui relient l'Asie à l'Europe sont entre Singapour à Marseille. Toutes les fibres arrivent à Marseille. Et en ayant un VPN, je vais pas le cacher, chez OVH, à Singapour, ça me permet de forcer la route via Singapour et via le lien OVH Singapour-France, qui sont le réseau privé, ce qui me permet d'avoir une garantie d'une bonne connexion et de ne pas dépendre d'une route aléatoire de mon opérateur. Voilà, tu joues sur la localisation de ton VPN pour essayer d'avoir le chemin le plus court, quoi, si je résume un tout petit peu. Sébastien, on va arriver à la conclusion de ce dossier, enfin en tout cas de ce sujet, même s'il y a encore beaucoup de choses, j'imagine, à en dire, hein, mais en guise de conclusion, où ça va, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ce qu'on a là comme information, est-ce qu'on va trouver d'autres solutions plus technologiques encore pour éviter qu'on nous bloque? Comment ça se passe? Alors, oui, le premier point, c'est que je pense qu'en France, on ne doit pas se faire trop de soucis. La législation ne va pas interdire le VPN. C'est impossible d'un point de vue business d'interdire le VPN. Ça créerait beaucoup trop de problèmes. Il y a un débat éventuellement, mais l'Europe a déjà mentionné, fait un petit rappel à l'ordre à la France en disant « Vous êtes gentils, mais si vous faites une législation pour interdire ce type de technologie, on vous tapera sur les doigts et vous pourrez pas parce que il faut qu'on ait
une coopération européenne. S'il y a quelque chose où on travaille pour contrer le crime, ben, ce sera fait au niveau européen et pas pays par pays. En utilisant ce type de techno, ça n'a aucun sens. Donc, ça a peu de chances d'aboutir, donc ça fait plus un brouhaha politique, mais ça a heureusement peu de chances d'aboutir. Néanmoins, si dans un mauvais film de science-fiction, ça devait être interdit, on ne sait jamais, il y a d'autres technos qui permettent de te faire la même chose. Si tu veux passer d'une machine à un autre pour faire passer tout ton trafic, eh bien, on a ce qu'on appelle aussi un tunnel. Donc là, c'est pas un VPN que toi tu ouvres avec le protocole classique pour faire du VPN, mais tu fais un tunnel. Donc là, tu vas te connecter en SSH. Et là, couper le SSH, bah c'est, je veux dire, couper Internet, parce qu'on a tous besoin du SSH pour se connecter à nos machines pour pouvoir les administrer. Hein. Sans SSH, il n'y a plus Internet. Le simple fait d'ouvrir cette connexion, après, tu peux encapsuler tout ton trafic et repasser par le SSH, c'est ce qu'on appelle tout simplement un tunnel SSH. C'est assez basique à mettre en place, c'est assez facile, et ça permet de passer à travers tout ton trafic à travers d'une autre machine en 2 temps 3 mouvements. Voilà, c'est juste que plutôt que d'avoir des jolies interfaces, il y a 2-3 petites lignes de commande à faire, mais fondamentalement, le résultat est le même. Tu vas faire passer tout ton trafic par une autre machine. Est-ce qu'on ne se servait pas de ce protocole SSH sur IRC pour faire passer des informations en direct Il me semble que j'avais utilisé un souvenir, ou alors c'était un autre SSH. On avait les proxy SOCKS, ça s'appelait. Oui, c'est ça. Oui. Et là, ça passait par de l'HTTP. C'est juste. Oui. Donc, des solutions, il y en aura toujours, pour le criminel certainement, mais pour Monsieur Tout-le-Monde aussi, parce que avoir une boîte qui te propose des tunnels et un bouton pour le faire facilement sur ta machine, je pense que ce sera pas non plus impossible si jamais on arrive à ce genre de stupidité. Donc, des solutions de contournement existent, si je te résume. Hein, oui, toujours. Toujours, que ce soit celle-là ou d'autres, et ça existera toujours. Donc, c'est un peu peine perdue d'essayer de légiférer sur une technologie qui, par ailleurs, on l'a dit. Tout à fait. C'est une question d'éducation. Si tu veux lutter contre le crime, il y a une question d'éducation, il y a une question de police, il y a une question de surveillance. Derrière le VPN, c'est surtout l'anonymat qu'ils veulent combattre, en fait. Hein. C'est ça qui les embête, finalement. C'est cet aspect-là. Oui, David, on t'a interrompu. Excuse-moi. Oui, un point qu'on n'a pas abordé, c'est la question des VPN gratuits. Et ça, je pense que c'est très important de l'aborder. Oui. C'est que tous ces VPN gratuits, derrière ça, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de contrat. Oui. Il y a entre guillemets pas de sécurité. C'est peut-être encrypté. On a peut-être une adresse IP ailleurs, mais ces sociétés qui fournissent ce service, ils le font gratuit, mais rien n'est gratuit dans la vie. Oui. Et en fait, les serveurs DNS, le protocole n'est pas crypté, ce qui veut dire qu'ils savent les URL de tous les sites qu'on a visités, ils le revendent à des sociétés, évidemment. Ils revendent toutes des informations qu'on n'a pas envie de faire fuiter. Ils utilisent parfois des niveaux d'encryption qui sont plus faibles. Leur client VPN contient bien souvent de la pub. Ça peut ralentir très fortement la vitesse de la connexion Internet et donc une expérience d'utilisation beaucoup moins bonne. Et pour ce qui est de l'utiliser pour rester anonyme et pour du crime, il existe de toute façon des techniques, et ça même pour les VPN de plus haut niveau. Les opérateurs Internet savent faire le lien entre les heures de connexion d'un côté et de l'autre côté, et ça fait des recoupements et pouvoir savoir tracer quelle est l'adresse IP qui est entrante sur le VPN et quelle qui sort, parce qu'ils connaissent les adresses IP entrantes et sortantes des sociétés VPN. Et donc, par déduction, ils peuvent retracer le chemin de l'information. Oui, Sébastien. J'ai une toute petite info là-dessus, effectivement. En plus, si le DNS n'est pas crypté et que donc effectivement on peut savoir tout ce que vous faites comme requête DNS, il faut savoir que depuis assez peu de temps, c'est possible dans la plupart des navigateurs, et en tout cas dans Firefox avec certitude, d'activer le DNS over HTTPS. Oui. Et donc là, plutôt que de faire une requête DNS et que tout le monde puisse voir, enfin tout le monde, ton opérateur route, puisse voir ce que tu fais, tu passes par de l'HTTPS et plus personne ne sait ce que tu vas voir, donc tu as une certaine forme de sécurité, en tout cas là-dessus. Donc c'est possible, et chercher juste DNS dans les options de Firefox, c'est un petit truc à cocher, et c'est parti mon kiki.
Il y a juste que Firefox qui le fait ou... Je pense que Chrome le fait aussi, mais c'est pas mon dada, donc je te le dirai tout de suite. Non mais c'est... Voilà. Autant le savoir. Firefox, c'est sûr. Cherchez, j'ai envie de vous dire, du coup, sur cette piste-là, si Firefox c'est pas votre dada à vous, cherchez, il y a peut-être une piste aussi sur un autre... Ouais, DNS over HTTPS, c'est pas... Voilà, c'est Chrome, c'est parti. Google. Et c'est très bien comme ça, voilà, c'est ce qui conclut j'allais dire ce bonus, non, c'est plus qu'un bonus, c'est un vrai dossier qu'on vous propose. Comme dans chaque épisode d'ailleurs, vous l'avez sans doute déjà remarqué, c'est notre 5e épisode de la saison que vous venez d'écouter. Merci d'ailleurs de l'avoir écouté ou regardé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le partager, à le commenter, à lui mettre des distinctions, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire les pouces, les étoiles, machin. Des stickers, mettez-nous des stickers. Ou des stickers, voilà. Et passez-vous, comme le fait David, passez-vous la langue. Et puis voilà. Merci à tous les deux, Sébastien, David. L'un d'entre vous sera là encore la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, mais je sais pas lequel. Voilà. Bonjour à Saoudé. Vous allez le jouer au dé. Donc merci à tous les deux. On se dit à très très bientôt. Passez une très très bonne semaine. À très bientôt. Salut. Salut.